L'actualité nationale de ces dernières 72 heures, vous le savez certainement, reste marquée par la disparition tragique de Clément Mwamba, ancien Premier ministre du Congo, d'avril 2016 à mars 2021, le 29 octobre dernier à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, des suites, semble-t-il, des complications liées à la Covid-19. À 78 ans, celui qui était considéré comme la figure de proue du gouvernement dit de la rupture s'est donc éteint. Par quoi son passage reste-t-il marqué durant ces 5 ans à la tête de la primature? Lui, on le sait très bien, qui est arrivé en pompier pour tenter de relancer une machine économique déjà terne. Bienvenue à vous, chers internautes, sur Tcheleka Média dans cette tribune spéciale consacrée exceptionnellement à cet homme d'État et à son héritage. Pour en parler, un casting de choix avec à ma droite Alphonse Ndongo, journaliste et consultant de plusieurs médias internationaux, et Guy Benoît de Victoire, journaliste et analyste. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Ozil. Monsieur Alphonse Ndongo, vous dites dans l'une de vos dernières publications sur Facebook, ce qui suit, c'est un grand homme qui s'en va, je perds un homme qui était devenu plus qu'un grand frère. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? C'est vrai, on ne peut rien cacher. Clément Mwamba était certes l'homme d'État connu de tous les Congolais, mais en privé, je dois reconnaître que nous avions des relations plus ou moins familiales parce qu'il a fait 2 enfants avec ma défunte sœur. Et donc de ce point de vue, lui et moi, on avait maintenant des relations un peu plus soudées parce qu'en tant que journaliste, je pouvais le fréquenter. Je me souviens de l'honneur qu'il m'a fait une fois lorsqu'il était à la Banque centrale à Yaoundé et j'avais mené une enquête sur l'affaire dite Umberto Brada. Et il m'a fait venir à Yaoundé pour que je rencontre le gouverneur à l'époque de la Banque centrale, Félix Mamalepo, pour lui expliquer qui est M. Umberto Brada au regard de l'enquête que j'avais menée, parce que je vous apprends que j'avais en même temps côtoyé Umberto, j'étais même passé comme son communicant, mais en fait pour mieux connaître qui était exactement M. Umberto Brada. Donc nos relations allaient au-delà. Et lorsqu'il y a eu l'affaire Oxy, vous savez, il y a eu un procès ici à Brazzaville, il avait peur de venir. Il m'a dit, Alphonse, je ne sais pas, peut-être tes parents vont m'arrêter, je ne peux pas vous dire les combinaisons qui ont été menées dans la nuit pour que finalement il consente à prendre l'avion. Donc pour moi, c'était un homme avec lequel on avait vraiment des échanges. Même lorsqu'il était à la primature, je lui ai dit, je sais que vos parents vont venir pour occuper des postes, moi je n'ai pas besoin de poste. Bokilo, en face comme ça que je l'appelais, je peux continuer à vous rendre service tout en étant là où je suis. Donc c'est autant dire que c'était pour moi, de par sa carrure d'homme d'État, mais aussi économiste, et moi qui suis de la presse économique, dont je pouvais parfois avoir des informations de première main, qui ne viennent pas toujours d'un homme d'État, mais de quelqu'un qui connaît la Banque centrale et qui peut me donner des vrais chiffres. Donc pour moi, c'était aussi un homme formidable. À n'importe quel moment, il pouvait m'appeler, je pouvais l'appeler. C'est rare de voir un homme de cette stature. Vous l'appelez tard dans la nuit, il prend le téléphone ou il vous rappelle. Ou qui peut vous dire, mais je vous ai suivi, vous passiez à Tcheleka, vous passiez à Top TV, vous passiez à Vox, pour dire oui, j'ai apprécié ce que vous faites. Il y a tel journaliste qui a dit quelque chose que tu aurais dû peut-être rattraper. Enfin, c'était vraiment un grand homme et je pense que nous qui sommes de la presse, personne ne peut dire que Mwamba a eu des démêlés avec lui. Même lorsque des journalistes pouvaient tirer à boulet rouge sur lui et que les gens venaient le voir, parfois des colonels de ce pays, pour dire il faut que tel journaliste, on l'arrête parce qu'il a dit des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Il était celui qui disait non. Il faut laisser les gens faire leur travail correctement. Ça c'est ce que je retiens de cet homme. Je pense que si nos hommes politiques avaient cette qualité d'écoute, des gens qui sont proches des populations, des gens qui n'occupent pas toujours les feux de la rampe pour ne rien dire, parce que lui, il n'aimait pas tellement occuper les feux de la rampe pour qu'on parle de lui.
il restait toujours à l'écoute et je pouvais parfois lui dire mais Bokilo, il y a le Fonds monétaire international qui arrive, beaucoup de choses se disent, les gens pensent qu'on va leur réduire des salaires, vous êtes un économiste, faites une conférence de presse et expliquez ça aux Congolais en des mots plus clairs que voici comment ça se passe avec le FMI. Ah bon, c'est vrai, il le faisait, même si autour de lui il y avait des confrères qui distribuaient la parole à certains journalistes en pensant que celui-là, si c'est Guy Benoît de Victor, il risque de poser une question tellement difficile que ça va embarrasser Mwamba. Non, il était quelqu'un de très ouvert et je pense, je le dis, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui était déjà devenu un membre de notre famille à part entière, il ne traîne pas vraiment trop de casseroles où on dira que voilà, Mwamba a acheté des immeubles à tel endroit, contrairement à ce que je lis sur les réseaux sociaux qu'il a eu 16 milliards, non. Et autre chose que je peux retenir de Mwamba, il ne cessait de dire Alphonse, j'ai hérité d'une situation très difficile lorsqu'il arrivait. Parce que quand il arrive, il n'a même pas de repères. Hein? Lui qui n'était plus habitué aux arcanes de la politique. On va y arriver. Merci beaucoup, monsieur Alphonse. Guy Benoît de Victoire, une pensée pour Clément Mwamba. Bon, oui, merci beaucoup. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je sais seulement que le Congo vient de perdre un homme d'État. Parce que je lisais en lui l'homme plein de qualités qui avait l'envergure républicaine, qui pouvait incarner les institutions de la République. Il fallait seulement voir par sa stature, sa prestance et comment est-ce qu'il s'exprimait. On sent qu'on a affaire à quelqu'un qui peut incarner la République, qui pouvait incarner la République. Sauf que je peux aussi dire que c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas maître de ses idées parce qu'on dirait que facilement il se laissait faire. Parce que l'autorité, on ne l'a pas lu. Je n'ai pas lu cette autorité en Clément Mwamba comme alpiniste meneur, en tant que chef de gouvernement, qui dirigeait une équipe qui pouvait obéir à lui. Je sentais qu'autour de Clément Mwamba, il y avait trop de petites têtes qui s'élevaient et trop d'agitation. Mais lui, il était posé. C'est ça ce que moi je peux retenir en tant que journaliste de Clément Mwamba. Bon, maintenant, ses performances comme mon ami Alphonse l'a côtoyé, c'est Alphonse qui peut le dire. Sauf que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de repère, on n'évalue rien. On ne peut pas aujourd'hui dire que Mwamba, c'était un grand économiste parce que personne ne peut nous donner les résultats. Hein? On ne gère pas, la gestion au Congo n'est pas axée sur les résultats. Il a été économiste, il a été à la Banque centrale, comme l'autre dit, il a été ministre dans ce pays, il a été directeur, il est devenu Premier ministre. Mais aujourd'hui, le Congolais lambda ne peut pas savoir ou retenir de Mwamba des exploits, comme quelqu'un qui a incarné tel. Vous avez dit tout à l'heure qu'il il a été placé à la tête du gouvernement, comme ce gouvernement, ça s'appelait gouvernement de rupture. Mais à la fin, il n'y a plus aucune rupture, puisque le président a parlé plusieurs fois, fait plusieurs discours sur les antivaleurs, mais après Mwamba, les antivaleurs sont toujours en surface. Et donc, personne ne pouvait suivre le discours du chef de l'État. Il reste à savoir si le chef de l'État disait vrai aussi. Puisqu'il y a eu quelques-uns qui ont suivi, qui ont essayé de suivre, penser que le chef de l'État disait vrai, mais qui ont été rattrapés. On les a tapés la règle sur les doigts. Il y a une institution qui a été dissoute comme ça. Vous voyez, pour avoir osé poser des jalons de la rupture en portant plainte contre un ministre. Vous voyez, et là où j'ai été navré, c'est que j'ai constaté que Mwamba ne s'est pas imposé, mais quand il s'impose, c'est pour dissoudre l'institution en question. Vous savez, vous suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. Okay? Donc, en ce moment-là, je me dis, les hommes de chez nous, on les juge bien quand ils meurent, mais quand ils sont présents, personne ne peut parler du bien de lui. Et c'est le mauvais tic que nous avons au Congo. Donc, c'est tout ce que je peux dire de Clément Mwamba. Bon, c'est un regret, hein. Mon ami Alphonse a dit que c'est un frère, c'est un parent, donc moi aussi je partage la douleur d'Alphonse. Je ne peux pas trop dire du mal de lui parce que je ne l'ai pas connu. Sauf que, au niveau de l'État, je ne retiens pas ses espoirs. Je ne retiens pas un espoir. On retiendra donc que Guy Benoît de Victoire ne retiendra rien du parcours Pour revenir à vous, monsieur Alphonse, à la suite de la réélection du président de la République en mars 2016, il est nommé Premier ministre dans un contexte économique les plus alarmants. Ça, on le sait tous. Le choix porté sur sa personne n'est pas un hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, après son décès, disons, est-ce qu'on peut chiffrer le bilan de Clément Mwamba à la tête
de la primature? Bon, il est très difficile de faire un bilan, n'est-ce pas, du passage de Mwamba à la tête du gouvernement. Vous savez, Mwamba était plus technocrate que politique. Et d'ailleurs que s'il est arrivé à ce niveau de responsabilité, c'est beaucoup plus sur la base, évidemment, de sa compétence en matière économique et financière. Mais seulement, les choses ne sont pas aussi faciles. Hein. C'est-à-dire, vu de la rédaction des journalistes que nous sommes, Guy Benoît le dit, oui, c'est ce que le journaliste doit dire, c'est ce que d'autres gens disent. C'est facile d'avoir une appréciation en disant, oui, Mwamba n'a pas pu conduire, n'est-ce pas, la barque comme on était en droit de s'y attendre, mais seulement dans quel contexte? Lorsque vous avez quand même des potentats politiques qui sont très puissants, et même déjà au-delà des potentats politiques, mais des potentats financiers, c'est-à-dire que des gens qui sont devenus très puissants, qui pouvaient parfois dire à Mwamba, mais quoi, de quoi tu te mêles, toi? Tu es arrivé là parce qu'on voudrait que tu sois là. Je me souviens même qu'un jour, il a eu à me faire je peux le dire, hein, il est mort, il me faisait une confidence, il me dit, j'organise quelques réunions, et puis il y a des ministres qui arrivent en retard. Et pas des moindres, il m'a cité les noms. Bon, on ne peut pas tout dire en tant que journaliste, mais il est puissant. Ce sont des gens qui se disent, mais écoutez, moi je peux arriver après le Premier ministre. Il a fallu qu'il s'en remette plus haut, certainement au chef, pour que la fin de la récréation soit, n'est-ce pas, sifflée. Donc, dans un contexte comme celui-là, Mwamba devait, n'est-ce pas, jouer un bon équilibriste. C'est-à-dire c'est lui qui essaye de tenir compte de tous ces puissants qui ont émergé pendant qu'il n'était pas là, pendant qu'il était à la Banque centrale. Et ensuite, me disait récemment une autorité de notre pays, aussi une haute autorité, il disait ceci à propos de Mwamba, il dit, c'est très facile de juger Mwamba, mais nous devons nous en prendre à nous, parce que le pauvre, il est venu hériter de la merde que nous avons commise. Ça voudrait dire tout. C'est-à-dire qu'il trouve quand même une situation financière et économique assez catastrophique, alors qu'il y a quelques années, le Congo était un hub financier. Lui, il me faisait... Enfin, j'avais des informations à travers la Banque centrale. Le Congo était même devenu devant le Gabon et la Guinée équatoriale. Je parle en termes de ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle auprès du Trésor français, c'est-à-dire que l'argent que les pays laissent après les importations, et dont le Congo était devenu le pays le plus riche, je veux dire en termes financiers, au niveau de la banque centrale. Et d'ailleurs, c'est ce qui a justifié qu'à un moment donné, on prête de l'argent à la Guinée-Conakry, à la Côte d'Ivoire, supporter les charges incompressibles d'un État comme la Centrafrique, et subitement, lui qui avait vu ces chiffres, étant à la Banque centrale, quand il arrive, il se rend compte que la situation est difficile. Je pense qu'il a eu à le dire au cours d'une conférence de presse qu'il a trouvé 400 milliards de francs CFA. Comprenez? Et donc, dans un contexte comme celui-là, et je peux aussi comprendre une chose, c'est-à-dire ça, c'est même du point de vue de la lecture politique. Mwamba, au regard de son âge, lorsqu'il est nommé Premier ministre, qu'est-ce qu'il a encore à vouloir vraiment trop gagner pour jouer vraiment aux euros face à des gens plus puissants? Lui qui a passé son temps à la Banque centrale, et je me souviens, je vais vous dire, je vous le dis sincèrement, avant que Mwamba ne soit Premier ministre, il était quelque peu désargenté. Parce qu'il n'a plus les mêmes moyens pour vivre. Et donc, si vous voulez, le président qui l'appelle à la rescousse, pour lui, il s'est dit, c'est une manière pour lui aussi de mieux préparer sa retraite. Je ne veux pas dire qu'il était pauvre, mais bon, il n'était pas aussi riche, hein, pour vous dire. Son passage à la Banque centrale, il avait quoi? Quelques biens à Brazzaville, pas grand-chose. Je sais de quoi je parle. Je peux même dire qu'un jour, j'ai eu, moi, à lui mettre de l'essence dans la voiture. Parce qu'il n'en avait pas. Et donc, il est devenu Premier ministre. Comprenez, est-ce qu'il va jouer aux euros pour affronter des puissants qui sont là, qui demain peuvent lui rendre la tâche difficile? Donc, il est obligé de dire, bon, je suis là, je fais ce que je peux faire.
Et je crois qu'il a pu faire qu'on signe cet accord avec le Fonds monétaire international. Ça, au moins, c'est une chose qui est vraie. Maintenant, du point de vue de la mise en exécution de ce programme, s'il y a des problèmes qui se sont posés, vraiment, je pense qu'il faut chercher la pousse sur la tête d'autres personnes comme Mwamba. Oui, responsable du point de vue de l'organigramme du gouvernement en tant que Premier ministre, parce qu'on va dire, mais oui, si les gens ne le font pas ce qu'il faut, alors tu aurais dû démissionner. Mais vous-même, vous savez très bien que chez nous en Afrique, vous connaissez combien de gens démissionnent lorsque le président vous confie, n'est-ce pas, des fonctions aussi prestigieuses comme celle-là. Il faut affronter ces choses sur le terrain. Donc, responsable du point de vue de l'organigramme en tant que chef du gouvernement, mais pas responsable direct, parce que d'ailleurs, vous le savez très bien qu'il y avait un comité qui avait été mis sur pied pour gérer le programme avec le FMI, c'est-à-dire que Lucien Ibata, le ministre Mabundu, dont son directeur de cabinet, le ministre des Finances, Kalis Ganongo, il y avait des gens comme ça, et donc Mwamba suivait ces choses, je peux dire, peut-être pas en live, mais en différé, s'il faut user, n'est-ce pas, le langage qui est propre au nôtre. Donc voilà. Donc, je veux revenir vers vous. Guy Benoît de Victoire, ce ne seraient pas des excuses que Alphonse Ndongo est en train de trouver à Clément Mwamba. Aujourd'hui, si on vous demande à vous de juger le bilan de Clément Mwamba à la tête de la primature. Bon, je l'ai dit, nous avons une mauvaise culture. Nous n'avons pas la culture des bilans dans ce pays. Oui, il y a des institutions bien spécifiques pour faire ce genre de choses. Mais sauf qu'ils ne le font pas. Bon, ils ont peur de quoi? Est-ce que c'est parce qu'on sait que généralement, globalement, le bilan est négatif, pas seulement pour Clément Mwamba? De toutes les institutions, aucune institution n'émerge ou ne joue son rôle. Aucune institution dans ce pays ne joue son rôle. À commencer par les représentants du peuple, qui sont le Parlement, l'Assemblée, le Sénat. Personne ne joue son rôle, parce que c'est le pouvoir qui devrait arrêter les abus au niveau du gouvernement. Mais il n'arrive pas à le faire. Vous voyez? Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? J'ai compris ce qu'Alphonse a dit, évidemment. Je n'ai pas voulu dire cela, qu'il n'était pas, il ne s'imposait face à personne, parce qu'il y avait trop de têtes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait trop de têtes, trop de chefs dans ce gouvernement-là. Donc au point où je me disais, Mwamba, paix à son âme, ne faisait que ce qu'il pouvait faire. Et il ne pouvait rien. Il avait les pieds et les mains liés, parce que c'était le pouvoir d'autrui. Pour tout dire, il faut le dire. Parce qu'on lui a fait le chantage là. C'était le pouvoir d'autrui. N'oubliez pas qu'il a été débauché de quelque part. Donc quand il arrive, il n'est pas dans sa famille, même s'il dit, il va retrouver la famille. Parce que quand il est revenu au gouvernement, il se dit, bon, je retrouve le PCT. C'était ma famille, parce qu'il n'avait jamais aussi démissionné du PCT. Sauf que, il a fui pour rejoindre Lissouba. Bon, maintenant que ça se le reprend, il rejoint la famille, mais sauf que ceux auprès de qui il est venu ne l'ont jamais accepté comme étant le leur. Donc on ne lui a pas laissé les mains libres. J'ai compris. Bon. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Il arrive certainement dans un terrain qui n'est pas tout de suite conquis. Il ne le savait pas. Il y aurait comment je dirais, ces impertinences-là. Non, mais je sais, vous savez, c'est ça la fourberie des hommes politiques congolais. Quand ils sont à l'opposition, ils voient tout en noir. Mais quand ils y sont, ils font comme s'ils n'avaient jamais vu que tout était noir. Vous voyez? Parce que, à l'opposition, il était presque conseiller de Pascal Tsati Mabiala. C'était le doyen là-bas qui donnait les conseils. Mais il savait le discours de Tsati Mabiala. C'est que rien ne marchait, rien n'allait. Mais quand il hérite, il n'arrive pas à faire rebondir. Bon, on est obligé de lui trouver des excuses. Hein. De toute façon, il n'est pas là pour se défendre. Hein. Il n'est pas là pour se défendre. Au Congo, on parle pas mal de morts. Bon, Dieu me pardonne de cela. Mais sauf que je me dis que ce n'est pas la personne de Mwamba que moi je suis en train de qualifier. C'est le système que Mwamba a trouvé, que le système que Mwamba a représenté. C'est la gestion du pays que je qualifie de chaotique. Voilà. Je dis donc le bilan est chaotique puisque jusqu'aujourd'hui, celui qui l'a suscité nous fait croire que rien ne va. Ou les feux sont au rouge. Oui, si les feux sont au rouge, c'est que le défunt Mwamba n'a pas pu ramener, ralentir l'éclat du feu qui consume l'économie congolaise. Donc, puisque le frère, comment vous l'appelez, le Premier ministre là, actuel, Collinet, jusqu'à aujourd'hui, il ne se dit pas qu'il a relevé, lui aussi. Au nom du Covid, au nom du Covid, tout s'est arrêté. Je crois que le docteur
viendra nous demander que la Covid a mis l'économie en merde dans ce pays-là. Bon, vous voyez, donc ça devient une excuse pour tout le monde. Benoît, c'est un aspect des choses, mais aujourd'hui, si on va parler du successeur de Clément Mwamba, qui est aujourd'hui Anatole Koliné Makosso, est-ce que lui, à son tour aussi, hérite d'un bon travail, d'un bel espace laissé par Clément Mwamba? Est-ce qu'on peut le dire? Vous savez, les situations se succèdent. Mwamba hérite d'une situation déjà très difficile. Il essaie un peu de rafistoler les choses. Enfin, l'expression, c'est un euphémisme. Bon, ce qui est vrai, Koliné Makosso hérite aussi d'une situation, je peux dire, qui a quand même été soignée. Pas entièrement, mais je ne sais pas dans quelle proportion, parce qu'évidemment, on n'a pas la culture de bilan chez nous. D'une situation qui est là, on la sait. On sait qu'il y a un assèchement financier, donc c'est-à-dire que les caisses de l'État sont vides. Et je pense que Koliné Makosso, dans sa conception, a pris Mwamba comme d'ailleurs un aîné pour essayer de l'orienter. Il voulait s'appuyer sur Mwamba pour qu'il puisse souvent actualiser certains dossiers. Et je pense que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, Koliné Makosso est quelqu'un qui vraiment comptait beaucoup sur Mwamba. La preuve, il a gardé quasiment toute l'équipe qui a travaillé avec le Premier ministre Mwamba. Donc, c'est parce qu'il voulait donc inscrire son mandat dans une certaine continuité et pas dans une rupture. Bon, ça pose problème aujourd'hui parce que, évidemment, je pense qu'on l'a vu à travers des images que j'ai pu voir sur la télévision nationale, parce qu'il y a eu le comité, je crois, de lutte contre le gouvernement s'est réuni autour de la question notamment du coronavirus. J'ai vu que le Premier ministre, tout autant que le président de la République, était tellement affecté. Ça se sentait même à travers leur tenue. Ils avaient mis une tenue sombre avec une chemise blanche, même s'il y a d'autres ministres que j'ai vu porter des tenues vraiment vives. Mais c'est pour dire que, pour moi, ce n'est pas seulement la personne de Koliné Makosso qu'il faut voir à travers la disparition de Mwamba, c'est aussi même toute la République, parce que Mwamba bénéficiait quand même d'une certaine audience dans les milieux financiers internationaux. C'est quelqu'un qui avait un carnet d'adresses assez important et donc qui aurait pu donc activer ce carnet d'adresses au profit, pas seulement de Koliné Makosso, mais du Congo. Et Mwamba, politiquement, n'était pas mort. Je pense que il pouvait rebondir, certainement à la suite des législatives qui pointent à l'horizon, en mars prochain. Bon, évidemment, le sort, ou bien le bon Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, c'est vraiment une énorme perte. Et je tiens quand même aussi à dire, parce que j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je peux dire et je peux confirmer que le Premier ministre, même si je ne suis pas médecin, le Premier ministre Clément Mwamba est mort de suite du coronavirus. J'entends les gens dire des choses, mais il s'était fait vacciner. Le vaccin ne constitue pas une immunité à 100%. Mais seulement, il avait aussi des antécédents. Ça, il faut que les gens ne savent pas. Je ne peux pas trahir un certain nombre de secrets parce que je n'ai pas été mandaté par la famille pour le faire. Mais nous qui nous fréquentions, nous savons qu'il avait des antécédents. Donc, le coronavirus ne garantit pas, enfin, le vaccin contre le coronavirus ne garantit pas une immunité à 100%. C'est entre 80 et 90%. Enfin, on leur laissera le choix à ceux qui sont experts de ces questions d'en parler. Mais cela ne veut pas dire que, comme il a reçu la dose de vaccin, mais je pense que la maladie le coronavirus s'est incrusté dans les antécédents qu'il avait déjà. C'est ce qui certainement a dû, n'est-ce pas, précipiter sa mort. Donc pour moi, c'est vraiment une énorme perte parce que je voyais un Premier ministre comme Clément Mwamba apporter son soutien, son expertise à son successeur Koliné Makosso, s'appuyer également sur un ministre des Finances qui aussi a une certaine audience n'est-ce pas, au niveau international, notamment le ministre Rigobert Roger-Andély, que le Congo, pour moi, il y avait de bonnes perspectives qui pouvaient quand même pointer à l'horizon. Ce n'est pas dire que ceux qui restent ne sont pas
aussi des gens compétents. Mais j'ai dit, Clément Mwamba, qu'on le veuille ou non, on dit toujours que les morts ne sont pas morts. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le poète sénégalais Birago Diop. Les morts ne sont pas morts, ils sont toujours avec nous. Mais je crois que là où ils se trouvent, prions Dieu qu'il soit toujours avec nous pour que le Congo avance, parce qu'on avait vraiment besoin, et encore besoin, et grandement besoin, surtout en ces temps d'austérité économique, de son expertise. Et ça aurait pu aider non seulement le Premier ministre Colline Makosso, mais le pays tout entier. Merci. Expertise, une dernière question, Guy Benoît de Victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le regard que porte la société civile dans le choix, dans le casting de nos dirigeants aujourd'hui? Bon, vous savez, il faut que vous sachiez que le choix des responsables politiques relève du pouvoir discrétionnaire de celui qui les place là, qui les nomme. Bon, mais à tout compte fait, quand nous observons, finalement ce choix-là est orienté sentimentalement. Ce n'est pas par objectif. OK? Parce que nous constatons à la tête de plusieurs institutions, à la tête des directions qui devaient relever les challenges, on nomme des gens qui apparemment n'ont pas cette vision-là. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Donc, quand on nomme quelqu'un dans ce pays, Dieu merci, Clément a été nommé parce que dans ce pays, on sait que c'est un bon économiste. La situation économique était chaotique. Il fallait placer quelqu'un qui pouvait avoir un carnet d'adresse assez fourni pour relever le niveau. C'est comme on place un délit. Il est là à la place qu'il faut. Or, dans ce pays, rares sont des gens qui sont placés à la place qu'il leur faut. Parce que vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre le désarroi des Congolais à propos des cadres qui nous dirigent. Ils sont rares ceux à travers lesquels le peuple se reconnaît. Vous comprenez ça? Que ce soit au niveau de la députée, que ce soit au niveau de l'administration publique, que ce soit au niveau du gouvernement. Vous comprenez que chacun vient faire son petit numéro sans tenir compte du programme pour lequel le Congo ou les Congolais ont élu le président. C'est lui qui a un défi à relever. Et aujourd'hui, le président lui-même n'est comptable de rien. C'est ceux qui sont en bas, les gouvernants, c'est ceux-là qui doivent rendre compte. Aujourd'hui, on ne sait même plus quel est le programme du président. On compte comme tous les regards sont tournés autour de la Covid. On parle même de la Covid. Hier, c'était la rupture. Bon, alors qu'il n'a pas été élu sur la base du programme, le programme ne s'appelait pas rupture. On dit valeur. Vous voyez, donc nous, on se retrouve dans un pays où il n'y a que les médecins qui sont à leur place. C'est tellement. Parce qu'eux, au moins, leur place est à l'hôpital. Leur place est à l'hôpital. Mais alors, est-ce qu'ils accomplissent le travail pour lequel ils sont là? La preuve, pour certains, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui passe avant les soins. Vous voyez? Et donc, le pays va à volo, M. Alphonse. Vous m'excusez de vous dire comme ça, le pays va à volo. Bon, nous sommes déformés par le métier. C'est que, il faut dire la franche vérité sans injurie. On n'injurie personne, mais c'est le constat. Et ce constat-là est fait par le peuple. Parce qu'aujourd'hui, interroger les Congolais, ils ne se sentent pas heureux dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Même quand nous avons engrangé beaucoup de milliards dans ce pays, le Congolais n'était pas heureux. La preuve, c'est que même cet argent engrangé, épargné, disparaît sans compte rendu. Personne ne sait où c'est parti. Et c'est ce qui est compliqué. Et c'est ce qui est compliqué. Et en ce moment-là, tu dis quoi? En ce moment-là, on pense à quoi? On pense que nous sommes dans le tâtonnement. La gestion à tâtons du pays. Et voilà pourquoi rien ne peut avancer, même si le défunt Clément s'en va. Ceux qui arrivent, vous verrez, ils vont se patauger là, patauger, parce que celui qui est à la tête ne leur donne pas les directives qu'il faut. Et quand il en donne, il n'y croit même pas. C'est ça le défaut. Je m'excuse. Le tâtonnement, oui, on va revenir sur le casting des gens qui sont censés diriger aujourd'hui. Il y a une crise économique et financière, il y a des grèves par-ci, par-là. La population crie tous les jours au scandale. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, du choix des personnalités publiques? Bon, vous savez, nous pouvons épiloguer sur le choix qui est fait sur les personnalités qui doivent justement animer la gouvernance politique, même économique.
mais la dernière décision, on le sait, revient de manière constitutionnelle au chef de l'État et parfois donc au Premier ministre, puisqu'il bénéficie de certaines attributions. Le problème est que, il faut le reconnaître, c'est pas quand même tous les dirigeants qui sont mal perçus auprès de l'opinion nationale ou internationale, mais il y a des gens qui, on peut se poser des questions au-delà de ce qu'il y a comme bruit de casserole dans la gestion qu'ils ont parfois affichée. Et on peut se demander aussi, pour certains qui brillent par une espèce de longévité à des postes, enfin ils ont comme des, on dirait de manière assez simple, comme s'ils avaient des titres fonciers. Bon, alors souvent l'opinion se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cadres? Il y a des gens quand même très compétents, on a l'impression que on ne fait pas ce que les Européens font parfois, hein, ou d'autres États, pas seulement les Européens, même en Afrique ça se fait, au Sénégal, pourquoi pas au Rwanda, faire un peu la chasse à des cerveaux. Il y a des gens, quand je les vois, je vois parler, qui ne sont pas de la gouvernance politique ou économique, mais qui sont tout simplement des gens bien formés. On en vient à se poser la question, pourquoi un monsieur comme celui-là n'est pas utilisé? Et pourquoi c'est un autre troublion? Enfin, je m'excuse, je ne vais pas utiliser l'expression du PCT à l'époque. Non. Enfin, je n'ai cité personne, mais c'est dire que je pense qu'au niveau de la gouvernance politique, ceux qui sont à la manœuvre devraient faire un effort d'aller débusquer des bons cadres, parce qu'il y en a. Et les cadres ne sont pas seulement ceux qui chantent à tue-tête, oui, soutien, mais nous ne sommes plus à l'époque de l'agitation politique. Les enjeux aujourd'hui internationaux sont tellement importants que nous devons avoir des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je ne cite pas de nom, mais il y a des gens, on peut se poser la question si chaque fois son nom ressort dans certains scandales. C'est pas toujours la presse congolaise, ça vient parfois de la presse de la presse occidentale, mais on a l'impression que cela est banalisé, alors qu'il faut tenir compte de ces éléments aujourd'hui lorsqu'on veut recadrer, n'est-ce pas, la gouvernance économique et politique surtout. Donc, moi, je ne peux pas savoir je ne suis pas dans les secrets des dieux pour savoir pourquoi on peut avoir telle personne à tel niveau de responsabilité et pourquoi pas telle autre. Quand vous parlez justement, s'il faut parler du système de la santé de manière générale, mais de manière particulière en ce qui concerne la gestion de la Covid-19, bon, il y a un comité scientifique qui est là, mais on peut se poser des questions au regard, n'est-ce pas, de la remontée de la courbe de contamination. Est-ce que ces gens font leur boulot? Est-ce qu'ils y ont été? Est-ce qu'ils ont été nommés là sur la base de leurs compétences ou d'une autre sympathie? Parce que de toute façon, nous constatons que rien ne se fait. Moi, je vais vous donner un cas de figure. Ma propre mère décédée, entre guillemets, oui, de manière tout à fait, on nous a montré un test qu'elle était positive de suite du coronavirus. Qu'est-ce que j'ai constaté dans la zone orange? C'est que des sœurs, des oncles, des cousins avaient accès à ma mère pour aller la voir, pour aller lui donner à manger, pour la tenir. Elle est quand même dans une zone dangereuse et les gens du quartier qui l'ont aidé, bon, à la mettre dans la voiture pour aller à l'hôpital. Je n'ai pas vu des gens venir faire, n'est-ce pas, un tracking. C'est-à-dire que quels sont les gens qui ont été en contact avec cette maman, puisqu'elle est morte au-dessus du coronavirus. Bon, on va essayer de les tester. Rien. C'est moi. C'est moi. Voilà. Même pour désinfecter la maison. Donc nous, on a dû, peut-être parce que je suis journaliste et je lis ces choses et je suis en contact parfois avec des experts, j'ai dit non, écoutez, puisque ce n'est pas le cas, nous-mêmes nous allons nous en occuper. 20 personnes répertoriées. Comme ça, et nous, les gens du quartier, nous-mêmes on désinfecte la maison. Mais entre-temps, il y a des gens, parmi ces gens qui ont encore eu des contacts avec d'autres personnes. Moi, je n'en sais rien, je ne peux pas savoir. Alors, donc, vous voyez qu'il y a quand même une gestion. Pour parler justement de ces questions. Les questions, c'est à se poser, est-ce qu'on utilise des gens qu'il faut à la place qu'il faut? Parce que le Congo ne manque pas de cadre. Hein. On retiendra ça pour
donc clore la première partie de ce plateau spécial dédié à la mémoire et à la personne de Clément Mwamba, et on se retrouve très bientôt.